Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme 28 juin. Nous sommes mardi. Il fait chaud. Fait chaud. En fait, j'enregistre plutôt le lundi. Là, il fait vraiment chaud. Bienvenue à notre pénultième, on va le dire comme ça, l'avant-dernier rendez-vous hebdomadaire. Un avant-dernier café ensemble. On regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde ensemble le nouveau module à l'étude, les principaux thèmes, les quelques tâches que vous avez à accomplir cette semaine dans le cadre de votre cours éthique et professionnalisme. Deux modules, donc, sont ouverts cette semaine, le module 11, le module 12. Donc, cette semaine, commençons par le module 11. Cette semaine, je l'ai dit là, dans les instructions du module 11, il n'y aura pas de classe Zoom. Donc, ce mardi 28 juin, n'attendez pas après moi là, pour votre heure de dîner. Donc, désolé, je le sais que ça va vous manquer, évidemment, là, mais on se reprendra plutôt mardi prochain. Donc, notre prochain vrai rendez-vous, ce sera notre dernier rendez-vous, mardi prochain, 5 juillet, à midi. Donc, dernière rencontre. La semaine prochaine, un gros programme, conclusion, révision un peu, un beau caout aussi. On fera ça ensemble et on se fera nos adieux. Ce sera très triste, là. Sortez vos mouchoirs, café et mouchoirs la semaine prochaine. Donc, pour ce module 11, commençons par ce module 11. J'ai prévu pour vous, mais d'abord ce podcast. Donc, merci de nous écouter encore en podcast. Dans ce podcast, je vais vous présenter de façon condensée quelques-uns des principaux éléments de ce module 11. Et je vous rappelle que le podcast, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, après avoir écouté ce podcast, vous devrez visionner, écouter l'enregistrement de cours. Donc, l'enregistrement dure à peu près 120 minutes, un peu moins cette semaine. Donc, un cours qui a été donné à hiver 2022. Peut-être que cette ambiance d'hiver vous rafraîchira un peu là, en ces temps de très grande chaleur. Commençons peut-être par un rappel, le TP2. Écoutez, le TP2, c'est à remettre ce dimanche 3 juillet, 23h59. Donc, si vous n'avez pas pris d'avance, si vous avez attendu à la dernière minute, ben nous y sommes. OK? C'est là que ça se fait, c'est là que ça se passe. Pour celles et ceux qui auraient peut-être aimé des rétroactions de votre professeur, mes excuses, ce sera un peu trop tard. En fait, je serai absent mercredi, jeudi et vendredi cette semaine. Donc, je ne pourrais pas réviser. Si vous avez décidé de faire tout ça dans les 3 derniers jours, ben pour moi, ce sera impossible de réviser. Par contre, Janie sera là. Donc, si vous avez des questions urgentes, des besoins de rétroaction, vous pouvez faire signe à mon auxiliaire, donc Janie. Euh, Évidemment, c'est un privilège le rendu à ce stade-ci de la session. Donc, je vous prierai d'être patient si jamais vous lui écrivez, puis il n'y a pas de réponse, pas de suivi. Là. Vous n'êtes pas les seuls à intensifier, je dirais, vos travaux à la fin de la session comme ça. Donc, essayez d'être patient, essayez de faire ce que vous pouvez par vous autres même de façon autonome. Puis Janie sautera peut-être dans votre TP2 là, pour vous aider un petit peu. Donc, TP2, c'est à remettre ce dimanche 3 juillet, donc euh, à 23h59. En fait, avant 23h59, s'il vous plaît. Autre date importante, l'examen. Ben oui, nous y sommes. Bon, l'examen, c'est dans 14 jours, donc c'est mardi, le 12 juillet. Ça va se passer de 18h30 à 20h30. J'ai ajouté aussi le local de cours de mémoire. Je dirais que c'est le Deconinck 1157. Donc, l'examen, ça s'en vient. Une fois que le TP2 pour vous sera remis, donc ce que je suggère, c'est de sauter à pieds joints dans votre étude. Donc, une semaine d'études, c'est ce que j'ai prévu en me disant, ben, s'ils n'ont pas étudié, s'ils n'ont pas eu le temps de réviser, au moins ils auront une semaine entre la date de remise du rapport puis la date de l'examen pour au moins intensifier là leur étude.
Donc, une semaine que vous aurez pour réviser pour la plupart d'entre vous. Pour d'autres, pour identifier peut-être les objectifs de chaque module. Je vous rappelle, là, chaque module a des objectifs, puis mon examen, c'est assez simple. Je prends un objectif par module, puis je fais une question, puis je vous demande d'y répondre. Le but, c'est de vérifier si vous avez atteint ces objectifs, hein. Je pense qu'il faut être honnête et intègre comme prof aussi, là. Pas trop de surprises. Je vous annonce ce qui va arriver à l'examen. Puis les questions ont été pensées parce que l'examen est prêt. Donc, les questions ont été pensées de cette façon. Donc, une semaine pour réviser vos objectifs, pour vous assurer que vous êtes à l'aise avec chaque objectif de chacun des modules. Puis pour vous, ben, si vous êtes prêt, si vous êtes à l'aise, l'examen va se faire en toute tranquillité. Ce sera mardi 12 juillet 2022 de 18h30 à 20h30. Cette semaine, écoutez, j'ai prévu pour vous un gros thème. Ça s'appelle Science et société. Donc, juste le titre, on voit bien que c'est quelque chose de colossal. Mais surtout, là, les liens, comment tout ça s'articule, les liens entre science et société. Donc, c'est de la sociologie des sciences. En fait, c'est le plus gros module philo-sociaux des sciences là, du cours. Hein. C'est-à-dire que dans les autres modules, des fois, il y avait un peu d'éthique, un peu de morale, un peu de sociaux, mais celui-là, c'est vraiment de la sociologie des sciences, je dirais. Donc, on prend un pas de recul, on regarde la science, celle que vous aimez, celle que j'aime d'ailleurs. Donc, on prend un pas de recul, on la regarde, puis on essaie de l'analyser. Donc, un petit pas de recul, un pas de côté, c'est ce que je vous propose cette semaine. Par contre, les thèmes là, sont un peu plus, étant donné que c'est un peu plus philo-sociaux, là, je vous encourage à faire taire les autres distractions. Donc, si pour vous, là, vous êtes en train de prendre une marche ou faire la vaisselle, c'est parfait. C'est parfait, donc vous allez pouvoir m'écouter. Mais sinon, là, si vous avez 3-4 écrans là, ouverts en même temps, puis vous vous dites, je pourrais peut-être l'écouter un peu d'une oreille distraite cette semaine, ben, ça ne fonctionnera pas. Parce que dans 5 minutes, vous allez me perdre. Puis la réflexion, elle est intense aujourd'hui, puis ça demande une attention redoublée. Donc, c'est le moment d'adopter là, votre posture du penseur de Rodin, puis vous flattez le menton en prenant votre marche parce que vous devrez écouter votre prof qui parle et en même temps ben, réfléchir à tout ça. Grosse question abordée dans ce cours en vrac. Là, voici quelques questions que je vais aborder ici dans cet enregistrement. Des questions que j'ai aussi abordées en classe. Les questions sont les suivantes. Quel est le rôle social des professionnels en sciences et génie? Hein, le rôle social. Qu'est-ce qu'on veut dire par le rôle social? Pourquoi vous auriez un rôle envers la société? Pourquoi vous parle-t-on de ce rôle dans ce cours? À titre de professionnel en sciences et génie, quel type d'influence aurez-vous sur la société? Est-ce que vous en aurez ne serait-ce qu'une influence ou est-ce qu'on la souhaite? Est-ce que c'est votre rôle de défendre les valeurs, le bien commun, l'environnement, la santé, la qualité de la vie, ce genre d'enjeux, ou on devrait les laisser à d'autres, puis vous, là, vous concentrer sur la dimension plus technique? On verra que c'est plus subtil que ça, c'est plus complexe que ça. Pouvez-vous justement confier à d'autres la responsabilité de s'occuper de ce genre d'enjeux sociaux et moraux? Et vous, est-ce que c'est possible de s'occuper seulement de la technologie, de la science, en mettant ces autres enjeux de côté? Est-ce que c'est possible? Autre question. Quelle question on a vu en classe? Il y a la science. Ah oui, la science peut-elle résoudre tous les problèmes du monde? Hein, on va lui donner un nom à ce réflexe-là, là, le technosolutionnisme. La science est-elle moralement neutre? La neutralité est morale de la science. Ensuite, on va voir si c'est possible justement de faire cette fracture-là entre la science et la morale. Est-ce que tout ça s'enchevêtre? Ou au contraire, est-ce que la science influence vraiment la société? Celle-là est plus facile à admettre, puis on se concentrera sur une autre question aussi, c'est est-ce que la société, elle,
influence la science et son contenu même. Donc voilà quelques questions que nous allons aborder. Je ne peux pas toutes les recouvrir dans cet enregistrement, mais il y a 2 questions centrales, je dirais, sur lesquelles je vais plancher dans cet enregistrement. Donc, quel est votre rôle dans la société? Donc, votre rôle social, votre influence plutôt sur la société et l'influence de cette société sur la science et le professionnel en sciences et génie. Donc, c'est surtout, je dirais, même dans cette deuxième voie là, que j'aimerais insister aujourd'hui, que j'aimerais vous amener avec moi. Donc, l'influence de la société sur la science, donc sur votre science. Je le disais un peu plus tôt, votre influence sur la société, celle-là est assez facile à reconnaître. Là, vous irez voir dans l'enregistrement de cours, les étudiants les voient bien, ces liens-là, là, c'est-à-dire qu'on est inscrit en sciences et génie. Donc, pourquoi? Ben, pour avoir une forme d'influence sur la société. On veut transformer le monde, maîtriser la matière, transformer l'énergie, la matière, construire un monde meilleur. Bon, c'est peut-être pas vos expressions, mais somme toute, c'est un peu ce que plusieurs ont comme partage, comme idéal, comme idéaux plutôt, lorsqu'on se dirige en sciences et génie. Parce que la science peut changer le monde. Hein, sinon, pourquoi aller en sciences? Ah, puis d'ailleurs, cette démonstration-là, je donnais plusieurs exemples en classe, mais il y en a d'autres. Ne serait-ce que le succès de la vaccination en pleine lutte à la pandémie, là, on voit bien que la science est capable de contribuer significativement à la société, à la transformer, à améliorer notre sort. Mais est-ce que la société, elle, influence la science? Alors, je pense que la difficulté est peut-être un petit peu plus grande pour vous faire ce lien-là, là, vous aider, je dirais, à faire ces liens-là dans votre tête. Comment la société s'y prend-elle pour influencer la science et, j'ajouterais, son contenu? Pour reconnaître cette influence de la société sur la science, il faut que ça soit bien compris, alors, on aura besoin de faire quelques distinctions. C'est des distinctions que j'ai faites en classe, mais je me permets de la redire ici en enregistrement. C'est la distinction entre science et recherche. Donc, distinguer la science, dont le contenu là, se veut coupé de la société, et la recherche, dont le contenu puis le système de production de la connaissance est fortement lié à la société. Donc, commençons par la science, pour être plus précis. La science, que je désigne la science ici, c'est celle qui se donne un peu en spectacle. C'est celle qui, c'est un archétype, une idéalisation. Celle-là vous est transmise, enseignée depuis que vous commencez de parler de science à l'école. C'est-à-dire que cette science-là, le principal acteur, c'est le scientifique. Hein. C'est un archétype avec un beau sarrau blanc. Là. C'est celui que vous voyez à découverte le dimanche soir ou avec Charles Tisser. Et c'est Martin Garly, tiens, Martin Garly, c'est lui. Bon, c'est lui, votre scientifique. Donc, pour lui, la connaissance, hein, lorsqu'il parle, ce scientifique-là, la connaissance, elle est certaine. Donc, on ne doute plus. Hein, la connaissance est là. Ce sont des faits objectifs. Donc, la connaissance, elle est objective. Hein, elle a été objectifiée, c'est-à-dire qu'on l'a tranquillement sorti du sujet, hein, de la personne qui a produit cette connaissance-là. Puis, elle est devenue objective au sens où elle est là. C'est un objet qui se retrouve dans des textbooks. Donc, objective en ce sens. Froide au sens où elle est peu changeante. Froide, hein, c'est là. C'était peut-être hot à un certain moment. C'était peut-être changeant, mais là, lorsque c'est consigné dans vos livres, là, pour un beau manuel de sciences, bien, c'est froid, c'est là, ça ne bouge plus vraiment. C'est apolitique. Hein, vous ne trouverez pas de traces du politique dans vos manuels de sciences. C'est asocial. On ne parle pas vraiment des liens entre science et société lorsqu'on regarde ces ouvrages. En fait, le seul objectif social du scientifique, c'est la vulgarisation. Donc, c'est-à-dire nous instruire des vérités et faits scientifiques. Hein, vulgarise, là, c'est ça. C'est faire passer le savoir complexe
à quelque chose, hein, nous transmettre ce savoir complexe en quelque chose de plus simple, de plus digeste. Puis le seul rôle de ce scientifique social, c'est de nous transmettre cette connaissance-là. Donc ça, c'est la conception, je dirais, de la science qu'on retrouve dans les textbooks, vos textbooks préférés en chimie, en physique, en génie, là, les gros livres là, que vous payez un peu trop cher. Là. Donc, attention parce que dans ces ouvrages, la connaissance risque de vous sembler apolitique, asociale, mais c'est un leurre. C'est pas vrai. Ben, c'est pas vrai. Je vais faire des nuances. Là, en fait, si le savoir, il paraît à ce point-là asocial ou apolitique, c'est justement parce que le processus de production, de diffusion de la connaissance, ce processus-là, réel, là, qui est la recherche, on y arrive, là, ce processus-là a été progressivement et méthodiquement et méthodologiquement, je dirais, on a effacé les traces de tout ça. Hein, on a effacé les traces du social, du politique, de nos failles humaines. On a tout tassé ça et on a concentré le seul contenu rationnel et on le consigne dans un ouvrage qu'on appelle un textbook. C'est intéressant. Ça vous permet d'accéder rapidement au savoir, à ce savoir qui est un peu plus, qui est froid, objectif. Mais attention, encore une fois, c'est un leurre parce que si vous pensez que la science, c'est ça, bien, vous avez oublié le processus qui a mené à ces précieux faits qu'on vous enseigne dans ces textbooks. Et on le verra un peu plus tard, la science ne réussit jamais complètement, même dans vos textbooks, que je dirais, à effacer complètement les traces de la société ou du politique, hein, de la société dans laquelle ce savoir il a été conçu. Là, je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard. Rappelons-le donc, le scientifique, ce Martin Carly, là, hein, c'est une construction sociale. Il n'existe que dans notre tête, parce que si vous vous promenez autour de vous à l'université, là, allez vous promener au Vachon, au Pouliot, là, vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent exactement à ce concept-là du scientifique. D'ailleurs, on fait faire un test, j'en parlais un peu en classe, là, ça s'appelle le DAST test. DAST. DAST pour Draw a Scientist Test. Donc, on fait dessiner un scientifique à des jeunes. Puis vous allez voir, plus les jeunes, on leur fait faire des dessins. On leur dit seulement, dessine-moi un scientifique. Puis au début, hein, lorsqu'on fait faire ce genre de dessin-là, au moment où ils commencent à dessiner, c'est très flou. Il n'y a pas vraiment de... Ils ne savent pas exactement c'est quoi. Mais tranquillement, il y a une image qui se forme, puis qui se définit, qui se peaufine. Puis, de plus en plus, ces étudiants-là se rapprochent du niveau universitaire. De plus en plus, ils ressemblent à Martin Carly. C'est pas compliqué, là. Donc, la science, ce n'est pas exactement cette caricature. Hein. Le scientifique n'est pas toujours ce Martin Carly. En fait, si vous promenez autour de vous, ce n'est pas seulement des... Parce que lorsqu'on fait dessiner des scientifiques à ses enfants, là, on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes traits qui reviennent. Là, c'est-à-dire que c'est toujours un homme, il est blanc, il a une barbe, il a des lunettes, c'est sûr, il crie Eureka, il a son sarrau blanc. Ben oui. Puis il est entouré de matériel scientifique. C'est intéressant, mais ça reste un archétype parce qu'en recherche, si vous vous promenez autour de vous, vous allez voir, ce ne sont pas seulement des hommes, ce ne sont pas seulement des blancs. L'apport du sarrau, des fois, lorsqu'ils rentrent dans le laboratoire, mais encore une fois, vous les trouverez surtout à côté, avec leurs habits du dimanche, peut-être, pour les plus respectables, mais le sarrau est rarement porté aussi fréquemment. On ne crie pas Eureka souvent dans une carrière de recherche. Souvent, c'est des petits pas où on publie, on fait des travaux, mais c'est rarement ce genre de découverte là, subite. Donc, allez vous promener dans vos corridors de l'université. Vous irez voir à quoi ça ressemble pour de vrai un chercheur. Puis vous allez voir qu'on est bien loin de cette caricature de la science. Puis si vous voulez vraiment constater les liens entre science et société, hein, c'est notre thème du jour,
pour faire les liens entre société et science, il faut être capable de sortir un peu de cette caricature. Donc, moi, je vous propose de remplacer cette caricature par le chercheur en sciences. Hein, c'est lui, là, c'est avec lui que vous pourrez voir avec plus d'évidence ce que sont les liens entre société et science. Hein. Le chercheur, pas Martin Carly, le chercheur. Donc, le chercheur, lui, c'est une femme, c'est un jeune, c'est un immigrant, il y a toutes sortes de représentativité des minorités ethniques, culturelles, visibles et de genre. Donc, ce chercheur-là existe. Et pour ces chercheurs, allez vous promener dans les corridors puis questionnez-les. Mais vous allez voir que pour eux, la connaissance, on est bien loin de la certitude du Martin Carly. Là. Pour lui, il doute de tout, y compris ses propres recherches, y compris les propres prémices de son propre champ de recherche. Hein, pour lui, la connaissance, elle n'est pas objective, elle est subjective, au sens où la connaissance est liée à un sujet au sens là, un sujet humain, là, donc une personne subjective, c'est ce que ça veut dire. Là. Donc pour lui, la connaissance, elle est liée à une personne. Hein, lorsqu'il publie d'ailleurs, vous irez voir des écrits, lorsqu'un chercheur parle de la science, il ne dira pas tel fait scientifique, il va dire tel fait scientifique, entre parenthèses, Sénéchal et al. Ou Sénéchal et ses collègues. Puis hein, on associe une partie de la connaissance qui, elle, n'est pas encore consensuelle, mais a été démontrée par telle équipe. Donc, vous voyez le lien entre le fait et la personne qui a démontré ce fait. Ça, on se rapproche déjà plus de la recherche. Et pour lui, le chercheur, ben, ses activités sont directement reliées aux politiques et enjeux sociaux. Donc, allez discuter avec les chercheurs autour de vous. Et en ce moment, ils lisent les budgets. Là, on est là-dedans en ce moment. Là. Dernier budget, on va aller lire le budget. Puis, il est sorti récemment. Puis, on va aller voir c'est quoi les intérêts, où s'en va le financement. Et le but pour les chercheurs, c'est aussi d'aligner ces intérêts de recherche avec le financement. Parce que si on veut financer de la recherche, il faut aussi s'aligner avec là où le financement sera. Donc, comment le faire? Puis vous allez voir, selon les époques, les différents champs du savoir vont changer. Là où le politique finance certains champs du savoir, ça peut varier à travers les époques. À une certaine époque, c'était peut-être l'optique photonique. Il y a quelques années, les données massives, l'intelligence artificielle, c'est quand même assez récent. COVID-19, ben, pendant 2 ans, le financement était là. Donc, si vous voulez savoir là, où est le financement, il est là où les intérêts du politique sont et où sont les intérêts des chercheurs, ben, c'est là où le financement est. Donc, ce lien-là là, entre société et politique, il faut vous l'approprier. Hein, ces champs du savoir sont promus par les bailleurs de fonds parce que ces champs de la recherche sont prometteurs d'un monde meilleur. Hein, donc, ce n'est pas pour rien. Ils financent cela parce que ça se rapproche des conceptions du bien commun, celles des gouvernements en place. Donc, vous le voyez, le lien entre science et société. Donc, pour bien saisir ces liens, hein, cette influence de la société sur la science, vous devez vous rappeler de cette distinction. Science ou scientifique et chercheur. La science, celle que vous voyez dans vos manuels scientifiques, vos textbooks, mais cette science, elle est d'abord recherche. Puis cette recherche est liée à des enjeux sociaux. Elle a été influencée par la société, notamment via le financement de la recherche. Et ces traces on va retrouver ces traces de la société ou des intentions de la société jusque dans le contenu de la science. En fait, ce que je vous dis, c'est que même cette science, parce que ça arrive souvent là, lorsqu'on parle de science pure et dure, là, hein, on s'imagine cette science qui
qui serait coupé de la société, qui serait préservé des influences, hein, on serait capable de l'enfermer là, avec des murs étanches là, dans un laboratoire. Mais cette science pure, elle est, même elle est liée aux politiques. Elle est liée aux enjeux sociaux. Elle laisse les traces de son époque, hein, de l'époque et de la société dans laquelle elle a été produite. Cette recherche en sciences influence la société, donc elle tente de la transformer, tente de créer un monde meilleur, et la société, elle aussi, influence cette recherche afin qu'elle contribue à la conception, je dirais, du bien commun promu par le pouvoir ou la société en place. Et la question, si vous admettez tout ça, là, donc je vous raconte plein de choses, mais si vous acquiescez là, avec, depuis tout à l'heure là, en m'écoutant, ben, la question est la question suivante est celle-ci. Est-ce que la recherche, influencée par la société dans laquelle elle a été conçue, influence en retour la science que l'on retrouve dans vos textbooks? Je pense que c'est ça le défi intellectuel le plus grand. Si on admet que la société peut s'introduire dans la recherche via le financement, via toutes sortes de procédures, est-ce que cette intention peut se retrouver jusque dans nos textbooks que l'on croit neutres, objectifs, froids? Hey! Mais écoutez-vous encore, là. Je vous l'ai dit, fermez vos écrans là, parce que faut faire un effort aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ça allait être plus compliqué. Il y a une partie de la réflexion. Mais je vous sens, là. Je sens que vous m'écoutez. D'ailleurs, dans le cours, vous irez voir l'enregistrement de cours. C'est intéressant de voir comment... C'est pas la première fois que je donne ce cours-là. Puis dans mon cours, les étudiants sont très attentifs. Puis je ne les lâche pas parce que c'est quand même pas simple ce que je suis en train d'expliquer. Puis pour certains, ce pas de recul sur la science, là, c'est loin d'être naturel. Ce que j'essayais de vous démontrer, c'est l'influence de la société sur la science. Est-ce que la société, l'influence de la société, est-ce que ça peut se trouver un chemin jusque dans vos textbooks? Et vous irez voir dans l'enregistrement de cours, j'ai donné plusieurs exemples. Hein, le premier exemple, peut-être le plus spectaculaire, c'est l'exemple de Lysenko, hein, un chercheur en plein régime socialiste soviétique. Puis vous irez voir dans un chercheur qui est dans une société socialiste, à quoi ça ressemble et à quoi ressemble la science dans un régime communiste. Puis après cet exemple-là, vous oserez me dire que la société ne se trouve pas une place jusque dans les livres de sciences. Écoutez, après l'affaire Lysenko, à cette époque-là, si vous aviez eu accès à un textbook de sciences en génétique, par exemple, vous auriez trouvé des expressions dans votre livre de sciences comme la génétique mendélienne, là, qui était devenue, on appelait ça la génétique, la science prolétarienne de l'hérédité. Donc, ça, c'était des termes qui étaient utilisés à l'époque. Mais pourquoi ça existe? Parce que le scientifique agit dans une société à l'époque, puis le financement, si vous vouliez faire de la recherche dans ce régime, fallait trouver des accointances avec le régime politique en place. Puis, il y avait des traces de cette influence-là jusque dans les textbooks. Autre exemple que j'ai cité en classe, c'est l'exemple de Alan Turing. Donc, Alan Turing, probablement que vous le connaissez, là, si vous avez un peu de... vous le connaissez probablement tous, je dirais, là, parce que ça fait partie de la culture scientifique de base. Donc, Alan Turing, c'est l'inventeur du Turing Test. Peut-être en avez-vous entendu parler là, avec l'intelligence artificielle pour distinguer une intelligence artificielle d'une intelligence réelle ou naturelle, je vais le dire comme ça. Il avait inventé le Turing Test, mais je dirais que sa carrière, donc c'est un mathématicien hors norme, puis il était qualifié hors norme dès ses premiers travaux. Donc en 1936, c'était lui qui était le créateur, idéateur
du machine learning, à peu près. Là, aujourd'hui, c'est un langage qu'on utilise en intelligence artificielle, mais à l'époque, c'est lui qui concevait ce genre de théorie-là. On était bien loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, Héros de guerre en 1939. Ici, j'ai quelques dates là, devant moi, je vais vous les donner. C'est lui qui a décrypté les communications allemandes. Peut-être avez-vous vu le film là, qui décrit exactement ça, comment il s'était pris pour décrypter les communications allemandes. Puis les sociétés changent et son statut de mathématicien va changer. C'est-à-dire que la valeur du savoir produit par Turing va se mettre à décroître, sa réputation de scientifique va se mettre à décroître, et pas parce qu'il se met à raconter des mensonges ou il dit ou ses théories sont erronées, c'est simplement parce qu'il était homosexuel et il a été condamné pour homosexualité. Donc, on l'a mis en prison. Évidemment, les époques changent, et heureusement. Mais à l'époque, c'était le sort. Donc, non seulement on l'a mis en prison, il a dû accepter une castration chimique. Donc, et à cette époque, les travaux du chercheur ont été boudés, complètement écartés du champ consensuel de la science. Et puis, la société change et rechange. Là, on est au tournant des années 1990. 1990, là, la société a changé, donc des excuses publiques à son endroit. 2000, 2010, tranquillement, les minorités de genre commencent à se faire une place. Film hollywoodien qui reprend le rôle de l'histoire plutôt de Turing. Et aujourd'hui, si vous prenez un livre en intelligence artificielle, rarement on va oublier de mentionner qu'Alan Turing est le père fondateur, idéateur de l'intelligence artificielle. Et pourquoi tout ce drôle de chemin? Parce que la société change, parce que les chercheurs changent, les chercheurs sont des humains, ils sont influencés par leur père, mais aussi par la société dans laquelle ils vivent. Ils sont influencés par la morale, la conception du bien commun de leur époque. Donc, la science n'échappe pas à ce genre d'influence. On l'aimerait pur, dur et dur, peut-être coupé de la société, mais faut bien faire le constat plus réaliste que la science est influencée par plusieurs choses, y compris les hommes et les femmes qui construisent cette science. Autre exemple, celle-là je l'aime bien, comment la société s'influence jusque dans vos textbooks. Mais l'exemple que j'ai donné en classe, c'est celui de Carl von Linné. Avez-vous peut-être vu la classification Linné des espèces? Donc, si vous avez fait un peu de biologie, c'est sûr que vous avez vu ce beau grand tableau taxonomique. Donc, c'est vraiment un superbe tableau où tous les règnes du vivant là, sont représentés avec plein de beaux mots en latin. Puis différentes espèces, les différentes espèces, les différentes races sont consignées là-dedans. Visuellement, là, c'est super. Et vous irez voir ce que le père de la biologie moderne, parce que c'est lui le père de la biologie moderne, raconte lorsqu'il parle des races humaines. Je vous disais que des fois, on trouve des traces de l'époque. On trouve des traces de l'époque de Linné aussi dans sa classification. Lorsqu'il parle des... Écoutez, essayez de ne pas rire, là, mais lorsqu'il parle des races humaines, pour Linné, il dit qu'il y a 4 races humaines. Il y a les Americanus, qui sont rouges, colériques et droits. Pas de farce. Les Européus, qui sont blancs, sanguins et musculaires. Bon, c'est sûr, musculaires. Les Asiaticus, donc Asie, Asiaticus, ils sont jaunes pâles, mélancoliques et rigides. On dirait une mauvaise blague raciste. Et les affaires, donc ça c'est la dernière catégorie, les affaires, qui sont noirs, flegmatiques et décontractés. Donc on dirait, on dirait les mots pour dépeindre Obama. Anyway. Donc là, c'est pas votre vieil oncle à moustache là, dans un mauvais party de Noël là, qui vous dit ça. C'est le père de la biologie moderne. Donc, la société, ici,
s'est trouvé une place jusque dans un volume de biologie. Et vous en voulez d'autres exemples en classe, c'est peut-être mes préférés, là. Des exemples en biologie de la reproduction. Moi, j'ai une formation en biologie de la reproduction. C'était toujours intéressant de voir le langage pour parler des embryons et des spermatozoïdes. Ça reflétait, et ça reflète encore là, lorsqu'on regarde de la biologie de la reproduction. Souvent, le langage reflète un peu le discours de l'époque, là. Ça ressemble à des espèces d'histoires de princes et princesses. Donc, d'un côté, on a notre ovule passif qui prépare le nid et il attend passivement son prince spermatozoïdo Et le spermatozoïde, donc, lui, qui est toujours actif, vigoureux, en mission, il va jouer du coude contre ses compétiteurs et il devra gagner la bataille pour conquérir le château, entre guillemets, et dans son cas, c'est conquérir l'objet de sa quête. Voilà. Et on ajoute certains passages dans le texte en question. C'est un texte de Emily Martin, ça s'appelle The Egg and the Sperm, si vous voulez aller lire ça, c'est une belle analyse. Donc, l'ovule seul, hein, il faut en prendre soin. Chaque ovule, un chercheur, je le citais en classe, un chercheur qui disait chaque ovule, dans un ouvrage de biologie de la reproduction, l'auteur disait chaque ovule perdu est un gâchis. Hein? Donc, accusant presque un peu les femmes de gâcher des ovules une fois par mois. Puis, jamais il ne dira la même chose en parlant des spermatozoïdes de monsieur, mais du gâchis, messieurs, là, il y en a, là, du gâchis de gamètes. Donc, du calme là, à tous les vulgarisateurs de ce monde lorsque vous parlez de la reproduction. Là, ce ne sont que des gamètes. Ça en prend deux là, pour faire un être vivant. Rien de plus. Donc, on n'est pas obligé de verser dans ces histoires-là de princes charmants. Le reste, c'est des histoires. Ce sont des traces, encore une fois, de la société. Des traces de la société dans laquelle cette science, elle a été conçue. Et ces chercheurs qui écrivent des textes de science sont là aussi influencés par leur époque, par les myopies et les préjugés de leur époque. Et, bon là, c'est une longue démonstration, mais si vous admettez que cette science du passé laisse des traces de l'époque, ben il y a moyen de se poser la question aujourd'hui. Hein, qu'est-ce qui va rester? Quelles sont les traces de notre époque et de notre société que nous sommes en train d'introduire dans la science et son contenu? Quelles sont les valeurs, les myopies, les préjugés de notre société et de notre époque? Puis, quelles sont ces valeurs et myopies qui vont laisser des traces jusque dans vos textbooks ou les textbooks que vos enfants liront dans quelques années lorsqu'ils seront eux aussi à l'université, évidemment. Donc, influence de la société sur la science. Hein, c'était notre première démonstration. Écoutez-vous encore? Hein? Allô? C'est vraiment bizarre de s'enregistrer comme ça puis de vous parler avec un décalage, mais j'ai l'impression quand même d'en avoir réveillé quelques-uns. Donc, dans le cours, vous irez voir, j'explique une autre thèse, celle voulant que la science, elle aussi, influence la société. Donc, la société influence la science. Et l'autre thèse, mais la science influence la société. Et que, conséquemment, donc si la science influence la société, bien vous, qui incarnerez bientôt la science en exerçant la profession en sciences et génie, peu importe le domaine des sciences et du génie, bien vous aussi, vous influencerez la société. Hein? C'est là où se trouve l'idée de rôle social. Vous allez influencer la société. Maintenant, quel type d'influence voulez-vous donner? Évidemment, lorsqu'on parle des liens entre science et société, l'idée d'une science qui influence la société, c'est plus facile à concevoir, à admettre. Une science qui serait engagée au service de la société.
On parle des professionnels en sciences qui sont prêts à servir, qui se mettent au service des projets sociaux les plus enthousiasmants, qui sont là, qui sont prêts à se mettre au service des valeurs du bien commun, des valeurs et des conceptions du bien commun peut-être promues par leurs futurs employeurs. Donc ça, nous en parlerons aussi dans l'enregistrement de cours, puis je vous invite à aller consulter cette partie. Mais la partie sur laquelle je voulais insister aujourd'hui, c'est l'idée que ces valeurs ne sont pas toujours explicites. Hein? Parfois, les valeurs et projets sociaux sont cachés au cœur même de la science et des outils technologiques que vous allez bientôt développer. Hein? Vous vous dites, moi, je vais produire tel objet, je vais contribuer à tel champ de la science, mais ce faisant, au cœur même de ces outils, au cœur même de ces projets, il y a des valeurs. Hein, de décider de concevoir une chose, de modifier une chose, de développer une chose, c'est pas innocent. Hein? C'est-à-dire qu'au cœur même de cette intention-là, si on prend la peine de l'examiner, vous irez voir qu'il y a là aussi des valeurs morales, sociales qui s'y cachent. Hein? Lorsque vous, donnons des exemples, lorsque vous construisez des ponts, des routes, ben, vous ne faites pas seulement construire des ponts et des routes. Vous vous mettez au service, je vais essayer de le reformuler comme ça, vous vous mettez au service d'une conception du bien commun, d'une conception de la vie bonne, d'une conception de ce que serait la ville idéale, de ce que devraient être nos modes de transport. Hein, ce ne sont pas seulement des objets techniques. Vous vous mettez au service de certaines valeurs. Vous ne faites pas seulement construire une route, vous vous mettez au service d'une autre personne qui, elle, s'est dit que construire une route, c'est une bonne chose. Et peut-être vous sacrifiez d'autres valeurs. C'est ça, c'est là où on est dans l'éthique et la morale. En choisissant ces projets, ces valeurs, vous tassez d'autres valeurs. Si vous ne faites pas l'effort d'y réfléchir un peu, bien, tout ça reste caché dans vos projets de construction de ponts et de routes. Peut-être un autre exemple, lorsque vous participez à la production de médicaments, peut-être que ce sera plus clair pour vous. Si vous participez, on l'a vu là, récemment, ceux qui ont participé à la production d'un vaccin, hein, vous le voyez bien que ce n'est pas seulement de la chimie et de la virologie. Là. Vous vous mettez au service d'une conception du bien commun, d'une valeur qui est celle de la santé publique. Puis, ultimement, bien, vous allez influencer non seulement la santé, mais notre rapport social à la santé. On l'a vu comment les vaccins ont changé notre rapport et sont encore en train de changer notre rapport à la société dans laquelle nous sommes. Même chose en génie. Hein, vous construisez des trains électriques, des applications impliquant des intelligences artificielles dans le domaine de la santé, vous produisez des produits cosméceutiques, vous travaillez dans les lidars, vous concevez des protéines pharmaceutiques, des ponts, je l'ai dit, des immeubles, vous balisez, vous piquetez des terrains. Ce ne sont pas seulement des gestes techniques, amoraux, neutres. Vous vous mettez au service. Lorsque vous choisissez un domaine, lorsque vous choisissez un employeur, vous décidez de vous mettre au service. Au service de qui? Au service de quoi? Hein, cette belle petite tête là, que votre mère aime tant, là, vous allez la mettre au service de qui et au service de quoi? Au service de quelle valeur? Est-ce que mais une fois que vous allez vous mettre au service de certains projets, donc de certaines valeurs, de certains projets sociaux, est-ce que ces valeurs et projets sociaux sont cohérents avec vos propres valeurs, avec votre propre morale? Donc attention, la morale est cachée au cœur de la science et des outils technologiques que vous développerez, au cœur des projets en sciences et génie auxquels vous contribuerez.
Donc, la morale, elle est là. Si vous ne la voyez pas, c'est parce que vous posez les mauvaises questions ou parce que vous ne m'avez pas assez bien écouté, hein? Gageons qu'au, bon, gageons qu'au début du cours, là, vous pensiez, parce que une des thèses que j'ai tenté de défendre dans le cours, c'est l'idée que vous êtes des activistes sociaux, des activistes moraux. En fait, que vous nous faites la morale. Vous nous faites la morale parce que vous êtes la science, vous incarnez la science, vous allez travailler dans des projets, vous mettre au service de projets importants, contribuer au développement de ces projets et ce faisant, ce que je vous disais, c'est que vous mettez au service de certaines valeurs, de certaines conceptions du monde. Donc, vous nous faites concrètement la morale. Vous faites la morale. Hein, gageons que, hein, au début du cours, rappelez-vous au début du cours avec cette vidéo, le Jean-François Sénéchal pète une coche, là. Gageons que vous pensiez que c'est moi qui allais vous faire la morale. Ben, ce que je vous dis, moi, que c'est le contraire. C'est vous qui me faites la morale. C'est peut-être la citation la plus choquante de ce cours d'éthique. Vous pensiez que ça allait être un prof qui allait vous faire la morale? Puis le prof, à la fin du cours, il vous dit, non, non, c'est vous qui me faites la morale. C'est vous, dans vos faits et gestes, dans vos choix, le choix de la science, d'ailleurs, que vous avez décidé d'exercer, dans vos choix de programme, vous avez pris un chemin, là, vous avez décidé d'aller en génie minier, génie civil. Ces choix, éventuellement, vous allez choisir un employeur. Ces choix, en faisant ces choix, vous faites aussi des choix moraux. Avec votre intelligence, avec votre science, éventuellement, votre génie que vous allez bientôt maîtriser, vous allez vous mettre au service de projets techniques et scientifiques qui vont influencer, qui me font la morale. Là, ce que je voulais dire, c'est qu'en faisant tout ça, là, vous allez participer à toutes sortes de projets et vous allez influencer ce que je mange, ma façon de me déplacer, où je devrais vivre, hein, les villes, quel devrait être mon rapport avec la santé, mon rapport à la matière, à la nature, avec la vie en général, la façon dont la société elle-même se pense. Donc, pensez si vous voulez, si vous avez encore des doutes sur votre influence, là, pensez à l'influence aux inventions peut-être les plus importantes là, de l'histoire de la science, hein, l'automobile, l'avion, la vaccination, plus récemment l'Internet, les réseaux sociaux. Vous le voyez bien que ces technologies influencent ce que nous sommes. Vous voyez bien que ces technologies nous prescrivent un peu ce qu'est, au moins font la promotion d'une certaine conception du bien commun, d'un monde idéalisé. Hein. Les réseaux sociaux, c'est aussi la promotion d'une façon de communiquer, d'être. Et vous le voyez que ça transforme la société. Donc, attention, votre science et votre profession promeuvent, peut-être à votre insu, mais là, le but de vous présenter ça, là, c'est justement de vous informer de tout ça. Hein? Donc, mais votre science et votre profession promeuvent, peut-être à votre insu, des valeurs, une conception du bien commun, une vision du monde. Puis, pour vous, il est temps de reconnaître ces valeurs, de reconnaître que des fois, ces valeurs sont cachées dans les projets techniques, dans les objets techniques et outils que vous développez. Donc, il est temps de reconnaître l'existence de ces valeurs, de les assumer, de vous assurer que ces valeurs et projets sociaux correspondent à vos valeurs et aux projets sociaux auxquels vous aimeriez contribuer. Pour les deux auteurs que nous avons vus dans le cours, donc Calon et Là, ces deux sociologues, sciences et de la technique, c'est eux là, qui vous disent que vous êtes carrément des activistes sociaux. Donc, vous irez voir un peu là, dans le détail qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, évidemment, lorsqu'on dit l'expression activiste social, on ne pense pas nécessairement à un geek des sciences et du génie. Là, on pense plutôt à, je ne sais pas, je dirais plutôt le campus social, sociologie, anthropologie, plus le volet le volet social, je dirais, du campus U Laval. Et pourtant,
Nous dit Callan est là. Et pourtant, vous êtes d'une certaine façon des activistes sociaux. C'est-à-dire que la seule différence entre Greta Thunberg et vous, là, c'est que vous ignorez à quel point vous influencez le monde dans lequel bientôt nous allons vivre. Hein? Elle le sait. Habituellement, les gens qui ont une formation plus en sociaux, de gauche, philo, anthropo, et ils aiment ces liens-là entre la société, ces enjeux-là sociaux, veulent intervenir, veulent changer le monde, alors que vous changez concrètement le monde, transformez le monde, la matière, mais vous ignorez que vous avez aussi des impacts sociaux, moraux, que vous faites la promotion de certaines valeurs. Une question importante se pose à la toute fin de cette démonstration. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir en sciences et génie? Ce n'est pas seulement je vais exercer ma profession en sciences et génie, c'est que je vais faire la promotion de certaines valeurs à travers l'exercice de ma profession en sciences et génie. Vous pouvez exercer votre science et votre profession en sciences et génie en ignorant les valeurs qui s'y cachent. Vous vous mettrez peut-être aveuglément au service d'un employeur ou de projets qui ne correspondent pas à vos valeurs, peut-être. Je souhaite le contraire. Exercer la profession en sciences et génie en vous assurant que les valeurs promues sont les vôtres et que votre rôle, et qu'en exerçant plutôt votre rôle, vous puissiez contribuer à construire la société dans laquelle vous souhaitez vivre. Que ferez-vous au cœur de l'exercice de la profession en sciences et génie pour justement influencer et transformer la société de demain? Vous en avez le pouvoir, en tout cas. Vous pouvez la transformer. Le pouvoir, donc. Et encore, ça revient à cette ritournelle. Le pouvoir et la responsabilité qui l'accompagne, évidemment. OK, c'était ma présentation aujourd'hui. À la fin de ce module, vous devriez être capable, donc évidemment en consultant l'enregistrement de cours, là, je ne pense pas que vous pouvez vous contenter de ce court enregistrement. Donc à la fin du module, vous devriez être capable d'expliquer ce qu'est le déterminisme technologique et la neutralité morale de la science. Donc deux concepts là, que j'ai utilisés aujourd'hui dans ma présentation audio, sans nécessairement prendre le temps de les définir rigoureusement. Donc, vous irez voir la présentation, notamment pour bien distinguer ces deux concepts. Dans ce module, vous devriez être capable d'énoncer les principaux arguments permettant de déconstruire les mythes que sont le mythe du déterminisme technologique et de la neutralité morale de la science. Donc, encore une fois, c'est des mythes que j'ai là aussi tenté d'attaquer, je dirais, dans ma présentation, mais en même temps, avec moins d'analyse et de logique systématique là, que j'ai utilisé dans ma présentation. Donc, pour vous, ce sera une belle deuxième utilisation de ces concepts lorsque vous irez visiter ou consulter plutôt l'enregistrement de cours. À la fin de ce module 11, vous devriez aussi être capable d'identifier, troisième objectif, d'identifier les valeurs, idéaux, projets sociaux et environnementaux promus dans les projets scientifiques et techniques auxquels vous contribuerez. Donc ça, c'est intéressant. Donc, pratiquez-vous à faire ce lien-là. J'ai d'ailleurs ouvert un forum exactement avec ce genre de questions-là. Quel sera votre futur projet technique, outil scientifique? Donc, vous allez contribuer, là. Technique. Donc, vous avez quelque chose, là, une idée pour transformer un peu le monde. Essayez de vous habituer déjà à identifier les valeurs, les idéaux qui se cachent peut-être derrière ces objets qui vous semblent peut-être uniquement techniques, jusqu'à ce que je vous pose la question. Donc, être capable aussi de reconnaître, ça c'est le quatrième objectif, de reconnaître les conséquences sociales découlant de l'activité du professionnel et conséquemment le rôle de ce dernier dans ce contexte. Donc, être capable de voir à travers les projets, vous allez bientôt contribuer à des projets scientifiques, techniques, quels seront ces projets
quelles seront les valeurs promues à travers ce projet, mais aussi, il faut avoir la lucidité de voir que chacun de ces projets se fait fait la promotion de certaines valeurs et parfois se fait au détriment de certaines autres valeurs. Donc, si on veut parler d'éthique, en l'abordant via la lorgnette de la science et de la technologie, il faut faire cet exercice. Je souhaite contribuer à la science et au génie à travers certains projets. Quelles sont les valeurs et idéaux promus à travers ce projet? Quelles sont les valeurs et idéaux peut-être sacrifiés ou mis en second, peut-être, qui sont liés à ces projets et outils techniques. Donc, allez consulter les exercices ou les questions que j'ai préparées dans les forums de ce module. Puis, revoir les questions reviennent, puis allez vous servir aussi des exemples cités par les autres pour bien assimiler ce genre de concept. Voilà, c'est tout. Merci d'être là chaque semaine. On se revoit la semaine prochaine. Donc, dernier module pour prendre un dernier café ensemble. Ce sera donc mardi prochain, 5 juillet, à midi. Dernière rencontre, encore une fois au programme. Conclusion, révision, un caout épique pour celles et ceux qui seront présents. Et on se fera nos adieux. Donc, n'oubliez pas vos mouchoirs. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. L'indice cette semaine. L'indice cette semaine, c'est un ouvrage qui a influencé une partie du contenu de ce module 11. L'ouvrage s'appelle « La vie de laboratoire ». Donc, c'est un ouvrage écrit par le sociologue Bruno Latour. Belle petite plaquette. Si vous vous intéressez à la science, à la recherche, puis à cette approche-là un peu de côté, en diagonale, ce regard sur la science et son contenu, je vous suggère de commencer par ce genre d'ouvrage. C'est de la philo des sciences, mais pour les initiés, surtout pour ceux et celles qui ont déjà les pieds dans la recherche en sciences. Donc, l'indice cette semaine, Bruno Latour, La vie de laboratoire. Allez, bye bye.